Et on poursuit cette émission avec Franck Tapiro, consultant créatif. Bonjour Franck. Bonjour Aurélie. Alors Franck, Le Monde titrait la semaine dernière, à moins de 2 ans des JO de Paris, les instances du sport français prennent l'eau, scandale dans les fédérations de foot, de rugby, agences du sport recadrées par la Cour des comptes, Paris 2024 rattrapé par l'inflation. Est-ce que vous pensez, comme l'écrivait Le Quotidien la semaine dernière, que le sport français se saborde lui-même ? Oui, ça fait plus de 30 ou 40 ans qu'il se saborde lui-même, mais vous savez, on est champion du monde, toute catégorie dans un sport. On n'a même pas de concurrent. C'est le déni. C'est vrai en politique, c'est vrai en sport, c'est vrai en société. On a souvent en France, et depuis toujours dans la culture française, du mal à reconnaître réellement ou nos fautes, ou les travers qui sont les nôtres, et dans tout. Et surtout, on recommence les mêmes erreurs. On les recommence et on accélère. Et c'est vrai dans tout. C'est une culture française assez étonnante, parce que pourtant on pourrait croire qu'en France... avec cette vision, cette aura qu'on a eue pendant des siècles. On appelait ça même le siècle des Lumières à la française. On irradiait la planète entière. Là, on n'irradie plus personne. L'abat-jour est tellement fort qu'on ne voit même plus de lumière. Et dans le sport, c'est quand même incroyable. Pourtant, l'histoire du sport et même, a été recréée, même par les Français. On prend même Coubertin, l'histoire de Coubertin par rapport à l'Olympisme. Il y a toujours eu des Français. Derrière les grands mouvements de sport. La Coupe Jules Rimet dans le football, quand même, la Coupe du Monde. On oublie tout ça. Et donc, c'est incroyable de voir autant de talent, autant d'intelligence, autant de brillance parfois, complètement massacrée par, je dirais, la médiocratie ambiante qui existe dans le sport, plus particulièrement dans le football qui est le sport roi. Mais ne vous en faites pas, le foot, il a bon dos. Mais le foot n'est pas le seul sport dans lequel ça se passe mal. Il y a énormément d'autres fédérations où c'est une catastrophe. On parlait de tennis par exemple, où pendant des années et des années, encore aujourd'hui, on essaie de trouver le nouveau Borg. Mais Borg, c'était il y a 40 ans. Depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu Sampras, il y a eu Nadal, il y a eu Federer. Non, nous, on est resté avec les vieux logiciels où on prend les meilleurs dans chaque club, on oublie les moins bons. Alors que les moins bons, parfois, vous savez, peuvent devenir des grands champions. Je vous cite un exemple. Ouais. Quand il avait 12 ans, Gasquet a battu un petit Espagnol en finale d'un grand championnat. Et ce petit Espagnol est parti en pleurant, je me rappelle, c'était très triste. Et le Tennis Magazine a titré le nouveau Borg français, avec la tête de Richard Gasquet. Regardez la carrière de Richard Gasquet. Regardez le petit Espagnol qui est rentré. Raphaël Nadal. C'était Raphaël Nadal. Ouais. Ça résume le sport français dans son ensemble. Le polydorisme. Et Franck, ça veut dire, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on ne fait pas ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre la réussite des athlètes français? C'est à la fois culturel, parce que la France n'est pas un pays sportif. C'est terrible à dire. On a les plus grands talents dans tous les sports, mais on n'est pas sportif dans l'âme. Vous savez, moi, quand j'étais au lycée, je me plaignais de voir tous mes camarades qui ne venaient pas à la piscine. Même moi qui détestais la piscine, j'y allais. Ils ne venaient pas au sport, ils avaient des dispenses de sport. Est-ce qu'on est dispensé de maths quand on n'aime pas les maths? Est-ce qu'on est dispensé de français quand on n'aime pas le français? Il n'y a qu'en sport qu'on est dispensé à vie, quand on le veut, sur commande. Ils les aiment eux-mêmes. Moi, ça me rendait malade. Bon, c'est vrai que dans la famille, vous nous connaissez un peu, on est un peu des fous de sport. On a été sportifs, dirigeants. Et on a été un peu plus loin, parce qu'un de mes frères, Michael, a même créé la première école des métiers du sport. Oui, tout à fait. Sport Management School, SMS, qui dans la fin des années 90 a voulu professionnaliser et voulu justement monter le niveau de la formation du personnel de toutes les fédérations, du personnel du sport dans les clubs, qui étaient non pas amateurs, parce qu'amateur c'est un magnifique mot, mais non professionnels. Et donc, on se bat avec mes frères, avec d'autres, avec des amis, pour faire en sorte que toute cette passion du sport, ces valeurs qui existent encore dans le sport, mais soient mises à haut niveau. Et malheureusement, et je le dis de façon très cash puisque je les connais, dès que vous rentrez dans le monde du fédéralisme, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de passion. Je dirais même qu'il n'y a pas un endroit où on connaît moins le sport que dans certaines fédérations. Et je payais pour voir, parce que vous savez, j'ai été communicant de pas mal de fédérations. Ouais. Alors une excellente fédération, celle d'escrime, où j'ai vu des gens passionnés, passionnants, qui se battent pour leurs sportifs, mais parce qu'ils les prennent en compte. D'abord, ce sont les sportifs qui eux-mêmes prennent le relais, et ils prennent en compte la force du terrain, et il y a un état d'esprit extraordinaire. Et à côté, la catastrophe absolue, la Fédération française de football, qui est pour moi le contre-exemple absolu de ce que doit être une fédération. Et je ne parle même pas du sport roi. C'est quand on n'aime pas le sport, quand on n'aime pas le foot à ce point-là, on n'a plus le droit de gérer une fédération. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec eux. Franck, c'est vrai que la Fédération française de foot a été entachée par pas mal d'affaires ces derniers temps. Oui. Est-ce que ce sont des phénomènes ponctuels et finalement c'est une coïncidence que ça arrive au même moment,
ou c'est profondément beaucoup plus culturel et il y a un raté quelque part? Mais ce qui me sidère, il faut être cash à un moment dans la vie, c'est de voir, oh, le scandale sur Le Gret. Oh, c'est extraordinaire les choses. Comment? Mais j'aurais jamais imaginé ça. Ce sont tous des hypocrites. Ce scandale, tout le monde le sait depuis au moins 6 ans. Ces SMS sont connus de tout le monde. Tous les journalistes, tous les sportifs, tous les présidents de clubs qui viennent en face de moi me dire qu'ils ne le savaient pas. C'est faux. Pendant la dernière campagne de la Fédération française de football en 2021, j'ai défendu un candidat, Michel Moulin, qui a fait un petit score. Mais on avait tous ces dossiers-là, tout le monde le savait. Mais on dit, oh là là, faut pas faire de vagues. Il y a une Coupe du Monde dans pas longtemps, ne faisons pas de vagues. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut défendre le sport, sa dignité, ses valeurs, son honneur, ou alors se répandre dans la fange politique. J'ai fait beaucoup de politique, vous le savez, de communication politique. Mais c'est pas ça la politique, c'est pas de la médiocratie, c'est pas ne pas reconnaître ses erreurs. C'est au contraire, reconnaître quand on fait quelque chose de mal et pouvoir préserver le sport dont on est logiquement les premiers ambassadeurs. Donc là, quand vous avez le premier ambassadeur qui se comporte mal, vous savez, le ruissellement, il est plus fort quand il est négatif que positif. Donc, je suis désolé, mais il n'y a pas de garde-fou dans le football, alors qu'on parle du plus grand sport français, Naïsna. J'étais l'agence, avec Hémisphère Droit, l'agence de la Fédération Française de Football, de 2008 à 2010. De 2008 à 2010, j'étais leur agence de non-communication. Pourtant, j'ai gagné la compétition avec 110 agences. Ouais. Donc on avait une énorme ambition. Je passais très bien avec les joueurs de foot, je les connais presque tous, mais ils m'ont empêché d'aller les voir. Ils m'ont dit, oh là là, non, tu sais, tu leur parles de façon trop virulente, sur les valeurs, sur le respect du maillot, le respect de la Marseillaise. Tu sais, ils sont un peu comme les enfants gâtés. J'ai dit, mais c'est de votre faute, parce que vous les gérez mal. Moi je sais ce que c'est que gérer les gens. J'ai managé plein de boîtes, j'ai plein de clubs, j'ai des joueurs, j'étais capitaine de plein de clubs, dans plein de sports en plus. Mais au contraire, il faut leur parler cash. Et moi, ils s'entendaient très bien avec moi. Quand on a fait avec Lilian Thuram le passeport pour les Bleus, avec la charte de comportement sur le maillot, c'est très bien passé, mais on n'a pas été soutenu par notre propre fédération. Donc que voulez-vous? À un moment, on ne peut pas se plaindre d'un système qu'on a nourri, qu'on a masqué, qu'on a protégé pendant des années. Donc j'ai fini par leur dire, avant Naïsna, j'ai envoyé 2 lettres recommandées. Vous savez pourquoi? Ils me payaient pourtant en tant que communicant, mais ils ne communiquaient plus avec moi. Ils avaient peur de me parler. Et je leur disais, vous allez dans le mur. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir, la Coupe du Monde va très mal se passer. Vous pouvez le voir, parce que vous le savez. Ouais. J'ai écrit 2 courriers recommandés qui ont été publiés après par l'équipe pour montrer le déni, où j'ai tout raconté en février et en avril, bien avant la Coupe du Monde. Ils le savaient, mais personne ne veut rien faire. Pourquoi? On a préféré envoyer au sacrifice cette équipe pour après reconstruire pour l'Euro 2016. Voilà comment une fédé agit. On envoie une équipe de France dans le mur avec Raymond Domenech pour pouvoir recommencer à zéro. C'est ça le pouvoir d'une fédé? C'est ça le devoir? L'équipe de France ne leur appartient pas, elle nous appartient à nous, supporters français. Alors justement, vous parlez de Coupe du Monde, on va avoir la Coupe du Monde au Qatar dans quelques semaines. Alors là, la presse publie pas mal d'appels au boycott. Ça vient trop tard, Franck? Mais, écoutez, je peux en parler parce que je suis le premier, vous pouvez le vérifier sur tous les réseaux sociaux. Le jour où le Qatar a gagné la Coupe du Monde... C'était en 2010. En 2010, c'était c'est ça. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. J'ai sorti sur les réseaux sociaux qui balbutiaient sur tous les plateaux le mot catastrophe. Q-A-T-A-R strophe. C'était tellement catastrophique comme décision que je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas ne rien dire et faire comme si de rien n'était. J'avais sorti d'ailleurs à l'époque, c'était chez Pascal Pro quand il s'occupait de foot encore. C'est le fait qu'il climatisait des endroits en plein air comme des plages avec des réacteurs d'avion qu'il sonorisait. Juste la sonorisation coûte moins cher que le réacteur lui-même qui vaut des millions d'euros pour qu'à l'air ambiant il y ait 18 degrés. Et j'aurais dit, vous allez voir que les stades seront climatisés. On m'a pris pour un fou. Vous pouvez vérifier. Tout est enregistré. Je l'ai même écrit. Et ce qu'il y a de dingue, c'est le déni généralisé. Pourtant, logiquement, je devrais moins m'y connaître que les gens de la Fédé ou que la FIFA, même que l'UEFA. Et tout le monde a regardé avec un grand sourire. Oh, quelle bonne nouvelle! Mais une Coupe du Monde, ça sert à quoi? Ça sert d'abord à donner des lettres de noblesse à notre sport, au Qatar. Depuis quand le Qatar joue au foot? Deuxièmement, c'est la trace laissée derrière. Oui, mais le Qatar subventionne de grandes équipes et voilà, je pense qu'il y a une logique quand même. Ah bon, alors donc on va prendre tous les fonds internationaux et donc parce qu'il y a un fonds financier qui finance un club, on va demander au pays d'hébergement d'un fonds d'organiser la Coupe du Monde. Ça revient à ça. Le Qatar, très bien, magnifique, je suis abonné au PSG. Même moi, il ne faut pas confondre. Le Qatar en tant que financier, c'est bien, mais organisateur, pourquoi? Combien d'enfants au Qatar jouent au foot? Combien de clubs au foot?
Que va devenir l'héritage? Parce que c'est ça le plus important aujourd'hui en sport, c'est l'héritage d'une compétition. Ça va devenir quoi? Les stades, ils vont être démontés. À quoi va servir l'argent récupéré? À développer le sport dans la région? Mais pas du tout. Alors qu'on aurait donné la Coupe du Monde à l'Afrique du Nord, par exemple, aux 3 pays du Maghreb, ou à l'Afrique de l'Ouest, comme ils le demandent depuis des années. Là, on aurait aidé ce pays qui engendre des milliers, des centaines de milliers de sportifs tous les ans, en foot et dans les sports latéraux, dans nos championnats d'ailleurs, on le voit tous les ans. On aurait aidé vraiment cette région du monde? Non. Pourquoi? C'est une Coupe du Monde achetée pour dire merci à un sponsor. Je suis désolé, mais le sponsor, on lui dit merci. Moi, je leur dis merci à chaque fois que je vois le PSG jouer. Mais c'est autre chose quand on parle de Coupe du Monde. On parle d'éthique. Vous voulez qu'on parle d'éthique? Alors, pas la peine de parler d'éthique, parce que quand on parle de Qatar et d'éthique, un pays qui finance quand même le terrorisme, on le sait, qui a mis le mouchoir sur des milliers de morts, sur la fabrication des stades, etc. Mais moi, je le dis depuis des années. Et là, quand je vois toutes ces personnes qui se réveillent maintenant, c'est une honte. C'est une honte. Fallait pas y aller? Ou fallait le dire tout de suite, ou alors on ferme notre gueule et on y va. Et c'est pas monsieur Richard Dacoury qui passe derrière qui dira le contraire. Qui va prendre ma place sur le plateau. Voilà. Et Richard, c'est très bien, il me connaît depuis des années. Faut dire les choses. Faut pas se réveiller à la dernière minute. Donc c'est bien de faire un coup politique, un coup d'image. Oh, je vais pas regarder les matchs de la Coupe du Monde, mais ça va gêner qui? Il faut revoir la façon dont on attribue ça, il faut revoir la façon dont on conçoit aujourd'hui ces grands événements. Est-ce que ces grands événements, dans un monde qu'on veut plus éco-responsable, ont d'ailleurs encore un sens aujourd'hui? Mais je veux dire, on n'y arrivera pas tant que la dichotomie profonde entre les valeurs du sport et le manque de valeur des gestionnaires du sport sera aussi grande. Il n'y a pas de valeur dans certaines fédés. Vous croyez qu'à la Fédération française de foot, il y a des valeurs du sport? Ils peuvent vous raconter n'importe quoi, mais ils étaient tous en face de moi et vous le diront. Quand j'allais en réunion, écoutez bien, à la Fédé, pour M. Scalette, et que j'arrivais en maillot de l'équipe de France, on me demandait d'aller mettre une chemise et une veste. Boulevard de Grenelle, évidemment je refusais. On me dit, mais vous vous rendez pas compte? Ces gens n'aiment pas le foot, ils n'aiment pas le sport. Donc moi j'aimerais bien avoir des dirigeants en face de moi qui aiment vraiment le sport, comme je l'ai vu à l'escrime. Et comme la ministre Amélie Oudéa-Castéra a l'intention de remettre un peu d'ordre là-dedans. Enfin, mais on est en 2022, alors tant mieux, mieux vaut tard que jamais, ou vieux motard que jamais, pour faire un clin d'œil à mes amis motards. Mais sincèrement, se réveiller en 2022 alors que ça fait des années qu'on attend cela. David Douillet avait essayé de le faire à l'époque. C'est très compliqué parce qu'il y a une espèce de paralysie ambiante dès que vous parlez de sport en France, qui n'est pas un pays sportif encore une fois. On a peur de tout bouger. À la Fédération française de rugby, pareil. Le rugby, c'est vraiment un de mes sports. J'étais président de club de rugby, je peux vous en parler, fondateur d'un club avec mes amis de Neuilly. Club qui n'a toujours pas de terrain depuis 35 ans, je le précise. Mais quand on voit à 1 an de la Coupe du Monde, un procès qui va avoir lieu au mois de décembre, alors c'est bien pour nettoyer les écuries d'Augias s'il y a eu de mauvaises actions, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu intervenir avant? Est-ce qu'on n'aurait pas pu regarder les gens dans les yeux et leur dire, écoute, on va arrêter ces mauvaises pratiques, on va arrêter un peu ce manque de valeur et remettre un code de conduite, comme on essayait de le faire à l'époque avec Lilian Thuram au sein de l'équipe de France. Donc encore une fois, tant que l'éthique ne sera pas le seul moteur de la gestion du sport, on aura cette dichotomie. Et il y a un risque de désaffection des Français, finalement, du public pour ces sports-là, où finalement, quand on soulève la coupe à la fin, il n'y a que ça qui compte. Mais vous savez, n'oublions pas, parlons pas de Coupe du Monde, redescendons dans les clubs. Ouais. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est de voir comment ça se vit dans les clubs. Vous croyez que les gens vivent bien dans les clubs? Vous croyez que les dirigeants ont le moral dans les clubs? Vous savez qu'ils ont le sourire? Mais prenez, comparativement à un grand patron, vous prenez un grand président de club et un grand patron, vous allez voir le moral qu'ils ont. Mais il faut être complètement dingue pour être chef d'entreprise aujourd'hui comme je le suis, mais il faut être fou allié pour être président d'un club. Alors un club de foot, n'en parlons pas, que ce soit à petit niveau ou grand niveau. Mais vous n'imaginez pas toutes les emmerdes qu'ont les présidents de club. Et vous croyez qu'ils sont aidés? Mais non, on achète leur vote avec voilà, tiens, je te donne des chasubles et quelques maillots et quelques ballons. Mais en termes réels, en termes concrets, en termes d'appui, que ce soit au foot ou au rugby, moi j'ai des potes présidents de club qui sont en déprime, en dépression totale. Il faut le savoir. Donc c'est quand même aberrant de dire que le sport c'est le monde des valeurs positives. Et puis quand vous tombez en temps, moi de toute façon je suis toujours un optimiste, c'est pour ça que je fais du sport toujours, hein, en équipe ou individuel. Mais il faut être complètement désintéressé, dénué de tout au niveau argent et ambition pour se sacrifier comme ça pour les clubs. Demandez à n'importe quel patron de club, il vous le dira. C'est du sacrifice. Le nombre de bénévoles. En France, il y a 20 millions de bénévoles. On est le plus grand pays de bénévoles. Mais s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait plus de clubs. Donc, avant de parler d'argent et de Coupe du Monde, moi, je parle des petits clubs. Le sport amateur. Le mot amateur est le plus beau des mots en langue française. Ça veut dire aimer le sport. Et on oppose souvent amateur en disant non professionnel.
Non, non, je dis pas, c'est pas vrai. C'est le sport amateur qui va sauver le sport. Les non-professionnels sont ceux qui dirigent de nombreux clubs et de nombreuses fédérations. Ceux-là, il faut qu'ils dégagent. Ça fait des années. On n'a pas les dégagismes en politique. On n'ose pas en parler en sport. Mon frère et moi, Mickaël, ça fait 20 ans qu'on en parle chez Pascal Pro et ailleurs. Sur RMC, sur BFM, on en a fait pendant des années. Mais à un moment, il faut que ça suive. Donc aujourd'hui, on a enfin une ministre des Sports qui veut peut-être faire un grand write-off et dire, ça y est, on prend le foot, on prend le rugby, on va essayer de faire en sorte que ça ruisselle, mais il faut aussi penser aux petits clubs. Et l'avenir du sport en France, c'est le sport amateur, ne nous trompons pas. En haut, ils ne montrent pas l'exemple, mais il y a quand même de la passion. On vibrera toujours, on sera toujours des supporters plutôt que des sous-porters. C'est quoi les sous-porters? Ce sont des gens qui arrêtent de supporter leur équipe quand elle perd. En France, on a les champions du monde des sous-porters aussi. En Angleterre, regardez, quand leur club perd, ils sont tous à applaudir. Il n'y en a pas un qui siffle. Donc, on adore donner des leçons en France. Mais là, il faut fermer un peu notre clapet, regarder ce qui se passe ailleurs, prendre les bonnes pratiques et les appliquer à nous-mêmes. Arrêter le déni fondamental, parce que c'est ça qui bloque les jeunes qui veulent monter, qui veulent espérer un jour être champion. Quand on est aujourd'hui un très bon joueur de tennis, ça ne suffit pas. Il faut être le meilleur dans son club, si on n'est pas pris dans l'équipe. Et donc, on a plein de joueurs qui sont des bons joueurs, des Nadal en puissance, comme Nadal qui a perdu contre Gasquet, qui arrêtent parce qu'ils sont écœurés. Demandez, renseignez-vous. Dans le vélo, n'en parlons pas. En foot, en rugby, ça existe partout. Donc on a une culture du sport à revoir. Donc c'est pas l'envie des gens de faire du sport qui manque. C'est la mauvaise gestion, le mauvais management du sport en France, que ce soit des petits clubs ou des grands clubs. Et il faut vraiment aider cette ministre et aider tous ceux qui, comme moi, se battent depuis des années pour aider, venir au soutien des clubs amateurs, que le ruissellement il se fait du bas vers le haut. Et on n'aura pas de grands champions si on n'a pas de grands clubs amateurs. Arrêtons de rêver. Merci beaucoup Franck Tapiro, consultant créatif. Merci d'être venu nous voir.